Bonjour à tous, cette présentation a été réalisée dans le cadre de la restitution finale du projet intitulé Optimisation des travaux sylvicoles post-tempête, qui a été financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le cadre de l'appel à projet Innovation et investissement pour l'amont forestier, qui a été lancé en décembre 2016. Ce projet avait pour ambition d'aboutir à des conseils de gestion pouvant être fournis aux propriétaires et aux gestionnaires forestiers sur les travaux sylvicoles qu'il est possible d'engager pour obtenir le renouvellement de qualité de leurs forêts sinistrées. Pour cela, nous avons étudié les différentes dynamiques naturelles de régénération durant les 20 années suivant le passage d'une tempête, en fonction de différentes conditions de milieu, de climat et de type de peuplement antécédent. Ce PowerPoint présente l'observatoire et les protocoles de mesure qui ont permis de caractériser les dynamiques de reconstitution des peuplements sinistrés après tempête. Je vais commencer par quelques mots sur le contexte du projet. Les tempêtes vont avoir un effet direct sur les arbres adultes. Par exemple, de nombreux arbres sont déracinés. D'autres restent ancrés dans le sol mais vont être étêtés ou encore peuvent être cassés. Ces dégâts vont obliger les propriétaires forestiers à engager le renouvellement de leurs forêts sinistrées. Cependant, les conséquences d'une tempête sur le peuplement forestier dépendent d'une part des caractéristiques de la tempête elle-même, de la force du vent par exemple, mais aussi de la structure, de la composition et de l'état sanitaire du peuplement. D'autres variables sont également connues comme pouvant influencer la réponse des arbres et des peuplements forestiers au vent fort, comme par exemple les conditions édaphiques ou encore la sylviculture pratiquée. Ainsi, la taille et la forme des trouées post-tempête va fortement varier dans l'espace. Il existe donc tout un gradient de degrés d'ouverture de la canopée et donc une grande diversité de dynamiques de reconstitution va être associée à cette diversité de trouées. En décembre 1999, les ouragans Lothar et Martin touchent 968 000 hectares sur plus de 10% de leur couvert et causent 97 millions de mètres cubes de chablis. Sur la carte présentée ici, vous pouvez voir les couloirs suivis par les deux ouragans et également l'intensité des dégâts subis par les peuplements forestiers. Ainsi, 6,9% de la surface forestière métropolitaine est touchée lors du passage de ces deux ouragans. Dans le passé, la régénération d'un peuplement touché par une tempête passait souvent par la plantation. La grande surface touchée par les ouragans de 99 et l'intensité des dégâts occasionnés ont amené les gestionnaires forestiers à s'intéresser plus fortement à des alternatives à la plantation, notamment s'intéresser à la régénération naturelle ou naturelle assistée, c'est-à-dire le recours à des plantations de compléments par exemple. C'est donc suite au passage de ces deux ouragans que l'Observatoire des peuplements dévastés et imités a été mis en place pour suivre la dynamique naturelle de reconstitution des peuplements sinistrés après tempête. L'observatoire a été installé quelques années après le passage des ouragans de 99 avec trois objectifs opérationnels principaux. Le premier étant d'acquérir des connaissances générales sur les dynamiques de reconstitution des peuplements forestiers, permettant de répondre à des questions d'intérêt pratique, comme par exemple dans quelles conditions le renouvellement forestier peut-il être considéré comme satisfaisant? En d'autres mots, existe-t-il des situations de blocage? La quantité et la qualité des arbres obtenus seront-elles compatibles avec les objectifs du sylviculteur? Le forestier devra-t-il intervenir pour orienter la dynamique naturelle vers ses objectifs? Si oui, quand devra-t-il le faire? Le deuxième objectif du projet, c'est d'aboutir à la production d'un outil d'aide à la décision basé sur un diagnostic qui pourrait être effectué quelque temps après le passage d'une tempête. Le dernier objectif opérationnel du projet, c'est d'aboutir à des conseils de gestion à destination des propriétaires et des gestionnaires forestiers. L'observatoire sur lequel s'appuie ce projet est le résultat de la fusion de deux observatoires distincts. D'un côté, l'Observatoire des peuplements dévastés, que j'appellerai dans le reste de cette présentation l'OPD, et de l'autre, l'Observatoire des peuplements imités, que j'appellerai OPM. Les critères permettant de différencier les peuplements imités et les peuplements dévastés sont d'une part l'intensité des dégâts et d'autre part la surface impactée. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous avons considéré un peuplement comme étant dévasté lorsqu'il est fortement touché par une tempête, c'est-à-dire lorsque plus de 90% du volume de bois sur pied est touché
et qui concerne une grande surface, donc une surface supérieure à 2 hectares pour nous. Un peuplement est à l'opposé considéré comme unité lorsqu'entre 10 et 50% de sa surface est affectée. Le peuplement est donc constitué d'un grand nombre de petites trouées d'une surface allant de 85 m² à presque 1 hectare. Quelques dates clés concernant l'observatoire. Les observatoires ont été mis en place en 2002 pour l'OPD et 2004 pour l'OPM. 3 campagnes de mesure ont été réalisées pour chaque observatoire. Pour l'OPD, les campagnes ont été réalisées en 2002, en 2005 et en 2018. Pour l'OPM, les campagnes ont été réalisées en 2004, 2009 et également 2018. De plus, 2 thèses ont été associées à l'observatoire, une première en 2008 et une seconde en 2017. Tous les sites installés après le passage des tempêtes n'ont pas pu être suivis dans le temps. En effet, de nombreux sites ont été travaillés et donc ont été abandonnés par le projet car le suivi de la dynamique naturelle de ces sites n'était plus possible. Ainsi, seulement 65% des sites installés ont pu être mesurés en 2018. Sur les 186 sites de l'OPD installés, 117 ont été remesurés en 2018-2019. Et sur les 107 trouées suivies dans l'OPM, 73 seulement ont été remesurés en 2018. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les forêts dévastées, représentées par des points noirs pour les sites abandonnés ou bleus pour les sites remesurés en 2018, sont suivies à l'échelle du territoire français, même s'il y a une plus forte concentration de dispositifs dans la région Grand Est, qui est la région qui a été très affectée par les tempêtes de 99. Les dispositifs de l'OPM, représentés par des triangles noirs pour les sites abandonnés et bleus pour les sites remesurés en 2018, sont concentrés dans la région Grand Est et plus particulièrement sont concentrés en Lorraine. Je vais vous présenter maintenant le plan d'échantillonnage des 2 observatoires, en commençant par celui de l'OPD. Au final, 102 sites de l'OPD ont été conservés dans les analyses, car les autres sites sont dans des conditions de type de peuplement ou climatique trop particuliers. Par exemple, on a quelques sites de pins maritimes. Plusieurs gradients écologiques sont couverts par l'observatoire, dont les principaux sont un gradient altitudinal, avec 26 sites de plus de 500 mètres d'altitude sur les 102 sites de l'observatoire. Ce gradient altitudinal est croisé avec un gradient de fertilité des sols, avec 40 sites à pH acide, 38 sites à pH peu acide et 24 sites à pH eutrophe à calcaire. Donc ces 24 sites à pH eutrophe à calcaire sont tous situés en plaine, donc avec une altitude inférieure à 500 mètres. Il y a également plusieurs types de peuplements antécédents. On a des peuplements antécédents de nature résineuse, donc pour 58 sites, et des peuplements antécédents de nature feuillue pour 44 sites. Ainsi, au sein de l'OPD, il y a 18 sites sinistrés qui avaient pour peuplement antécédent une pinède, donc avec de nombreux sites qui étaient en forêt d'aguenaux, 13 anciennes sapinières et 14 anciennes pessières. Il y a aussi 3 anciennes douglacettes plaines. Pour les peuplements antécédents de nature feuillue, il s'agissait très majoritairement d'anciennes hêtraies. Concernant l'OPM, 71 sites ont été conservés pour les analyses et plusieurs gradients écologiques sont couverts par l'OPM, dont un gradient trophique, donc de fertilité des sols, avec 8 sites ayant un pH acide, 32 sites ayant un pH peu acide et 31 sites un pH considéré comme eutrophe à calcaire. Ce gradient est croisé avec un type de peuplement antécédent. Il y a 3 types de peuplements antécédents différents au sein de l'OPM. Ainsi, on a 11 sites qui sont dans des anciennes pessières, 26 sites qui sont sous des anciennes chênaies et 34 sites installés dans des anciens peuplements à mélange feuillu. Maintenant, quelques mots sur le design expérimental des 2 observatoires. Ils sont tous les 2 construits sur le même modèle, avec des unités de mesure emboîtées les unes dans les autres. La première unité de mesure, c'est la trouée. Ensuite, pour l'OPD,
une unité expérimentale est installée. Il s'agit d'un carré de 90 mètres de côté. Dans chaque unité expérimentale de l'OPD, 4 placettes de 10 mètres de rayon sont installées et suivies. Pour les petites trouées de l'OPM, on a seulement une placette de même rayon qui est localisée au barycentre de la trouée. Ensuite, plusieurs placeaux de 2 mètres de rayon sont suivis dans chaque trouée. Pour l'OPD, 3 placeaux sont emboîtés dans chaque placette, à 8 mètres du point central. Pour l'OPM, les placeaux sont installés le long de 2 transects perpendiculaires passant par le barycentre de la trouée. Et les placeaux sont séparés de 6 ou 12 mètres de distance selon le transect considéré. De plus, au sein de l'OPM, on a des mini-placeaux de 0,8 m de rayon qui sont emboîtés dans chaque placeau. Les conditions environnementales de chaque site ont été caractérisées finement lors de la première et deuxième campagne de mesure. Les données récoltées dans le cadre de ces campagnes sont présentées brièvement dans le tableau ici. Ainsi, on a à notre disposition des analyses chimiques de sol, la pédologie, une caractérisation de l'hydromorphie, on connaît également l'espèce dominante du peuplement antécédent, on a une description des arbres résiduels, on connaît également le type d'exploitation qui a été pratiqué et les caractéristiques locales du site, comme par exemple la pente, l'altitude ou également l'exposition. En plus des variables permettant de caractériser les conditions écologiques du site, un certain nombre de variables ont été suivies dans le temps pour pouvoir caractériser la dynamique de colonisation de la végétation après tempête. Ces variables ont été mesurées lors de la première, de la deuxième et de la troisième campagne de mesure. Les principales variables sont récapitulées dans ce tableau. Il s'agit de la composition floristique, de la couverture globale de la végétation, de la densité et composition de la régénération ligneuse et de l'encombrement. Les protocoles de mesure de ces variables sont explicités dans les diapositives suivantes. Le recouvrement de la végétation totale a été évalué pour 3 strates de mesure différentes, la strate 0,05 m, la strate 0,5 2 m et la strate supérieure à 2 m. Chaque strate est considérée comme un bloc indépendant des autres strates. Le recouvrement de la végétation totale correspond à la projection verticale sur le sol de l'ensemble des organes aériens, toutes espèces confondues, contenus dans le volume de cette strate, sans tenir compte des superpositions. L'évaluation de la couverture globale de la végétation est complétée par un inventaire exhaustif des espèces présentes, par strate. La présence de l'espèce est caractérisée par un coefficient d'abondance-dominance qui est défini grâce au degré de recouvrement de chaque espèce, et un coefficient est affecté pour chacune des strates de hauteur définies précédemment. L'échelle des coefficients est présentée dans l'encadré vert de ces diapositives. Deux choses particulières à noter, c'est l'appartenance d'un individu à une strate est définie par la hauteur de son bourgeon le plus haut, et son recouvrement représente son emprise totale. De plus, les espèces herbacées non ligneuses sont toutes affectées à la strate la plus basse, indépendamment de la hauteur de leur bourgeon terminal. Deux variables permettent de prendre en compte l'encombrement du site. La première, le recouvrement, c'est-à-dire le pourcentage de la surface occupée par des rémanents morts provenant de la tempête, quel que soit leur diamètre. Et d'autre part, la hauteur maximale de l'enveloppe des rémanents, sans compter les branches verticales. L'inventaire qui correspond à la plus grosse partie du protocole de mesure, c'est l'inventaire des semi-ligneux issus de la régénération post-tempête. Il consiste en un inventaire des tiges lignifiées vivantes des espèces arborescentes dont la base est dans la surface échantillonnée. La liste des essences considérées est présentée sur cette diapositive. L'inventaire des ligneux issus de la régénération post-tempête n'a pas été effectué selon le même protocole pour les campagnes de mesure 2002 et 2005 et pour la campagne de mesure 2018. En effet, en 2002 et 2005, on notait l'espèce, l'abrutissement éventuel de l'axe dominant pour chaque semis de plus de 10 cm
et de plus d'1 an. Et cela par catégorie de hauteur avec 5 classes de hauteur différentes. Lors de la dernière campagne de mesure, les arbres sont séparés en 2 catégories dans lesquelles on ne va pas relever les mêmes variables. On a d'abord les arbres de moins de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Pour chacun, on va relever l'espèce, le diamètre à 1,36 m est possible, l'appartenance à une CP ou à un tronc commun, sachant qu'on appelle tronc commun deux tiges ayant le même tronc mais qui se séparent en 2 brins en dessous de 1,30 m. Également l'abrutissement de la pousse terminale de la saison de végétation précédente. La deuxième catégorie, elle, c'est les arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Pour chacun, de la même façon, on relève l'espèce, la circonférence à 1,30 m, l'appartenance à une CP ou à un tronc commun. De plus, dans l'optique d'un suivi temporel de la qualité de ces arbres, les arbres sont localisés dans l'espace grâce à un azimut et une distance au centre de la placette. L'inventaire des ligneux est effectué à l'échelle du placeau. Par contre, pour prendre en compte les faibles densités d'arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine, l'inventaire réalisé sur les placeaux de 2 mètres de rayon est complété par un inventaire sur une placette à rayon variable. Ainsi, si le nombre de tiges de franc-pied de plus de 5 cm de diamètre sur l'ensemble des placeaux est supérieur à 10, on ne complète pas l'inventaire. Par contre, s'il est inférieur à 10, on complète l'inventaire avec les arbres les plus proches du centre de la placette jusqu'à obtenir 10 tiges. En complément, nous avons évalué la qualité des arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. En effet, bien que des recherches substantielles aient été effectuées sur la régénération naturelle après tempête, la majorité des études se sont focalisées sur la densité et la composition en négligeant le potentiel sylvicole des arbres. Dans ce contexte, la caractérisation de la qualité de la régénération post-tempête va présenter un intérêt scientifique et pratique considérable. Pour évaluer la qualité sylvicole, nous avons utilisé des critères de forme, de dimension, de tolérance à certains défauts ou encore des critères sanitaires. Ainsi, nous avons défini un certain nombre de critères pour évaluer la qualité sylvicole de tous les arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Note par exemple la présence de traces de dégâts imputables aux ongulés, comme le frottis et l'écorçage. On a également relevé la fourchaison, qui est connue comme étant l'un des principaux critères permettant de caractériser le potentiel sylvicole d'un arbre. Nous avons donc défini 2 types de fourches, les fourches de type 1 et les fourches dissymétriques. Les fourches de type 1, ce sont ce qu'on appelle aussi les fourches vraies, pour lesquelles le diamètre et la hauteur des 2 brins sont équivalents à 10% près. Pour les fourches dissymétriques, on a le brin dominé qui dépasse la moitié de la hauteur et les 2/3 du diamètre du brin dominant. Par ailleurs, en l'absence de fourche, nous avons noté l'intensité de la branchaison grâce à un dénombrement des branches de plus de 3 cm de diamètre sur les 2/3 bas de chaque arbre. Un autre critère de qualité des arbres, c'est la courbure basale. Nous avons donc noté l'écart à la verticalité de la section 0 à 70 cm de chaque arbre. De plus, nous avons également évalué la rectitude de chaque tige et également l'état sanitaire. En complément, la présence d'une cassure de l'axe principal a été notée et il y a également d'autres défauts qui ne sont pas précisés ici, qui ont été relevés sur les différents arbres. On est donc à la fin de cette présentation. Le protocole de mesure dans sa version plus détaillée est disponible sur la page web du projet dont l'adresse est donnée ici. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de participer au séminaire de restitution finale du projet qui présentera les principaux résultats ainsi que les outils réalisés dans le cadre de ce projet. Ce séminaire aura lieu le 16 octobre 2020 de 14 h à 16 h. Pour vous inscrire, il suffit de suivre le lien donné sur cette diapositive. Merci.